Le documentaire sonore que vous allez écouter porte sur le témoignage du personnel soignant en secteur psychiatrique. Il sera divisé en 3 parties. Première partie, présentation de la psychiatrie. Je suis Françoise Le Gall, je suis psychologue. Actuellement, je travaille en addictologie au centre hospitalier Nord-de-Sèvres, un petit hôpital général avec une partie addictologie et psychiatrie. En fait, je suis psychologue et je m'inspire plutôt de la théorie psychanalytique lacanienne. Je dis ça parce que ça a vraiment son importance par rapport à ma façon de travailler et d'entrer en relation avec les personnes que je rencontre chaque jour dans mon travail. Je travaille depuis 25 ans et dire aussi que je suis partie de la psychiatrie parce que je ne pouvais plus travailler. Il me semblait que je ne pouvais plus travailler. L'important, c'est de rencontrer les personnes, en fait, donc ça me convient bien. Alors, mon métier, mon travail, alors je vais vous expliquer de quoi il s'agit. L'idée pour un psychologue, c'est comme je le disais, de rencontrer les personnes. Mon outil de travail, c'est la parole, c'est la verbalisation pour le sujet de ce qui l'occupe. Quand il a vécu un événement qui a défait tous les nœuds qui le tenaient dans la vie. Et donc l'idée, c'est en parlant, c'est de pouvoir retisser les éléments de la vie qui vont lui permettre de tenir ensuite et de continuer bon an mal an sa vie. Est-ce que je suis claire ? C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment... moi, j'ai affaire, que ce soit en addicto ou en psychiatrie, à des personnes qui ont... Alors, on dit décompensé, ça veut dire qui ont eu un instant, des moments de crise et où tout est défait dans leur vie, où il n'y a plus rien, la maladie a pris place, ou l'addiction, vraiment des situations, des cas sévères, des personnes vraiment mises à mal. Et donc avec la parole, c'est mon travail, en parlant, ils tentent de trouver une nouvelle solution pour reprendre leur vie. Voilà ce qu'est mon travail. Et moi, j'accompagne ça. Je suis un partenaire pour essayer de retrouver un sens à leur vie. Donc moi, j'ai fait le choix de travailler dans le public, à l'hôpital. C'est vraiment un choix de départ. Et donc, la grande difficulté de l'hôpital public, on en parle énormément aujourd'hui. On sait que la santé publique meurt véritablement. Il y a vraiment une idée générale, politique, d'en terminer avec la santé publique. Donc l'hôpital est mis à mal, on le sait, la question financière, la question du personnel. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une population qui a toujours besoin de soins. Et l'hôpital est sollicité quand même, on voit bien comment l'hôpital est sollicité et comment aujourd'hui on a à travailler avec ces personnes qui sont souvent déboussolées ou qui demandent de l'aide. Quand on vient à l'hôpital, on a une demande en fait. Et on se retrouve avec un flux de personnes mises à mal, en grande difficulté. On n'arrive pas à faire face en fait. C'est un débordement, des demandes par monts et par vaux et on aimerait bien prendre le temps parce qu'évidemment la question d'être psychologue mais de travailler en psychiatrie, en addictologie, c'est la question de la relation à l'autre. C'est ça qui est notre outil de travail. On travaille à partir de ce qu'on instaure dans la relation avec l'autre. On n'en a pas les moyens. On n'a plus les moyens de prendre le temps, de laisser le temps aussi au sujet à la personne de se poser, parce qu'évidemment, des personnes qui sont vraiment addictes à l'alcool ou quelqu'un qui déclare une psychose ou qui a une psychose depuis longtemps, on ne peut pas métamorphoser comme ça, on ne peut pas se métamorphoser, il faut prendre le temps.
déjà se sentir en sécurité quelque part, sentir qu'on est considéré. C'est ce travail que l'on fait, se sentir aussi en tant que soignant considéré, sentir que l'équipe est là, c'est tout un ensemble en fait. L'hôpital public, ça devrait être un espace contenant, rassurant, où la question de l'argent, évidemment, on n'est pas complètement hors réalité, doit exister, mais dans le sens de savoir ce qu'on a à faire pour telle ou telle personne, bien cibler les choses et travailler ensemble. Mais ça n'est plus, on n'en est plus là, puisque le projet, c'est vraiment de détruire le service public. Concernant la psychiatrie ou la dictologie, des espèces de dispensaires où on va traiter au coup par coup le miséreux qu'on va retrouver dans la rue. C'est assez global, c'est assez large, peut-être ce dont je parle, mais c'est vraiment la difficulté majeure, c'est vraiment le problème dans lequel on est aujourd'hui. Moi, si j'ai fait ce choix de travailler dans le public, c'est vraiment quand on n'a pas d'argent, on a le droit aussi aux soins psychiatriques ou addictologiques. Alors, l'image de la psychiatrie, c'est l'image souvent du traitement. Souvent du traitement qui ensuque les personnes. Là. Les gens, ils arrivent souvent en parlant de « Ah, mais je veux pas être zombie avec les traitements ». L'image de la psychiatrie, c'est aussi l'enfermement. Quand on sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Les soignants sont aussi fous que les patients. Enfin, tout ça, c'est un peu des clichés. Après, je pense que c'est un petit peu entendu quand même les problèmes de la psychiatrie aujourd'hui. Enfin, que le désordre, même par des collègues, la psychiatrie, mais on fout rien en psychiatrie, quoi. Enfin, les soignants ne foutent rien. Ils font des activités, ils vont faire du cheval. C'est nul, enfin ça sert à rien, de toute façon qui est fou est fou. Voilà, on élude en fait la question de l'accompagnement, de ce que c'est que la relation, d'établir de la relation avec une personne a priori comme ça qui a un discours totalement incompréhensible et pourtant ils le disent, les personnes peuvent le dire, comment c'est important pour eux qu'on puisse échanger au-delà de tout ça. C'est l'image de quelque chose un peu de vieillissant, l'entonnoir sur la tête. Mais après, je comprends, c'est tellement... ça sert à rien aussi, c'est l'idée aussi, l'image c'est ça sert à rien. La psychiatrie c'est ça aussi, on ne laisse pas l'autre seul face à ce qui l'occupe et qui le détruit. C'est ça la psychiatrie en fait. Et dire ça sert à rien, ben non, ça sert pas à rien. Ça sert pas à rien de s'intéresser à ce qui a défait quelqu'un, dénoué quelqu'un, et d'être là à côté, ça ne sert pas à rien. Ça sert pas à rien ça. Alors oui, peut-être que cette personne ne va pas travailler 40 heures par semaine, avoir un rendement... mais il faut peut-être accepter qu'on ne soit pas tous comme ça. Tant mieux, il y a des gens qui jouissent de travailler 60 heures, mais il y a des gens qui peuvent jouir autrement et de regarder qu'on est... C'est ça, la société, c'est ça. Et que le gars qui travaille 40 heures un jour, il peut tout d'un coup péter un câble et se retrouver dans une situation qu'il n'avait jamais imaginée. Peut-être pas, mais peut-être que oui. Moi j'ai une vision plutôt bonne du milieu hospitalier psychiatrique. Je pense que c'est très important d'avoir des hôpitaux psychiatriques parce que malheureusement les psys ça suffit pas. Cependant je trouve qu'il n'y a pas assez de ressources qui sont débloquées pour aider et pour que ces personnes vivent dans des bonnes conditions. Et pareil pour les conditions des personnes qui travaillent dans le milieu psychiatrique. Personnellement, je trouve que ces personnes-là sont malheureusement souvent exposées à des dangers et que malgré cela, le gouvernement fait pas grand-chose. Enfin, il y a pas grandes mesures qui sont prises en considération pour aider que ce soit le personnel ou les patients. Pour moi, vraiment, genre, sans réfléchir là comme ça, c'est le Joker,
les gros psychopathes dans les films et tout, qui sont attachés, les mains dans le dos, qui crient et machin, qui tuent des gens et tout. Après, quand on y réfléchit, c'est peut-être pas que ça, c'est peut-être, enfin, je sais plus si c'est vrai ce que je disais tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi les gens qui ont des troubles mentaux, que ce soit par rapport au comportement alimentaire, aux doubles personnalités et tout, des trucs comme ça. Enfin, je me dis que ça peut être ça aussi. Pour tout ce qui est personnel qui travaille dans les hôpitaux psychiatriques et tout, moi je pense qu'il y a tout ce qui est infirmier, psychologue, trucs comme ça, les médecins. Les seules fois où j'en ai entendu parler, c'est sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est Insta, parce que je suivais une personne qui a été en hôpital psychiatrique, problème de... Comment je pourrais dire ça? De suicide, de tentative de suicide et tout. Et après, non, pas du tout. Après, je lis pas le Courrier de l'Ouest tous les jours non plus, mais... non, pas du tout informée au niveau de ça. Du coup, moi, j'ai un profil un petit peu différent des gens. Je suis étudiant infirmier. Et j'ai effectivement, comme tout le monde, au début, une vision de la psychiatrie qui, je pense, est un peu commune à tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'on s'imagine tous les cas les plus graves de psychiatrie, avec les camisoles, les médicaments de force, les unités qui sont fermées. Et vraiment, moi, quand j'ai commencé mon stage en psychiatrie, j'avais cette image-là en tête. Et à la fin, finalement, on se rend compte que pas du tout. Il existe effectivement des services un petit peu plus lourds comme ça, où il y a des cas un peu plus graves, mais la psychiatrie, ça peut toucher tout le monde, et c'est différents degrés, avec des troubles psychiatriques moins graves, moins importants, et qui, juste avec du dialogue, des traitements, peuvent être réglés. Voilà. Mais donc, moi, par rapport à ma vision d'avant, ça a énormément changé, et je me suis rendu compte qu'on pouvait tous être touchés, et que c'était un peu flippant quand même. Mais non, finalement, c'est vraiment très biaisé, et ça, c'est dû aux médias. Comme j'ai pu l'étudier en cours après par la suite, on a ces images-là de la psychiatrie à cause de toute la médiation qu'il y a, et généralement on parle que des cas les plus graves où il y a des meurtres, et pas des dépressions, des choses un peu qui sont importantes, mais qui sont moins médiatisées que ces choses-là, et c'est pour ça que les gens ont dans leur esprit ce que moi aussi je pensais au début, c'est-à-dire une psychiatrie où les gens sont vraiment enfermés. Avant, quand les personnes avaient des troubles psychiatriques, on les envoyait dans les instituts, dans les hôpitaux psychiatriques, et on les bourrait de médicaments. Excusez-moi du terme, on vraiment les shootait très très fort aux médicaments, et on les mettait de côté. Aujourd'hui, il y a un suivi, il y a beaucoup de progrès, et il reste des progrès à faire. Mais il y en a beaucoup plus qu'avant, et la psychiatrie a évolué énormément. On a un suivi qui est quand même plus important, avec des activités dites occupationnelles qui sont proposées aux patients. Donc moi j'ai eu l'occasion de faire un stage en psychiatrie qui me donne un petit peu d'une petite vision de comment ça se passe. Donc pour les patients, on a effectivement beaucoup d'entretiens avec les infirmiers, on prend le temps de discuter avec eux. Il y a un réel suivi aujourd'hui. Il y a du coup les activités occupationnelles, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc c'est les activités pour lesquelles, avec l'accord du médecin, sont prescrites aux patients, et qui vont du coup, avec un autre corps de métier, travailler soit en groupe, soit tout seul, pour la réassurance, réhabiliter petit à petit la personne à revenir dans une vie pas normale, mais revenir dans la réalité et sortir de la phase où il est. La psychiatrie, c'est un moment. Il y a des personnes qui, comme vous, moi, qui rentreront peut-être un jour pour une dépression, ça va durer 1 mois, et qui ressortiront à la fin. Et aujourd'hui, il y a un réel suivi. Et lorsque les personnes sortent de ces instituts-là, on ne les lâche pas dans la nature. Il y a des CMP, il existe plein de choses pour un suivi, soit sur une période, soit pour certaines pathologies sur toute une vie, ou avec des rendez-vous réguliers avec des psychiatres, des infirmiers spécialisés en psychiatrie.
ça a beaucoup évolué sur ce milieu-là. Voilà. Je m'appelle Anne Collin, je suis née il y a 42 ans sur les bords de Loire, dans une famille très aimante, où je suis complètement ravie de l'éducation que j'ai eue, des valeurs qui m'ont été transmises. J'ai un frère de 13 ans, mon aîné. J'ai été élevée sans forcément d'éducation genrée, c'est-à-dire que je pouvais jouer avec toutes sortes de jouets que je voulais, les jouets de mon frère, les miens. La seule préoccupation de mes parents était qu'on n'élève pas un enfant pour soi et que je sois indépendante et libre. Alors tout allait bien dans le meilleur des mondes, mais j'ai eu malheureusement un trauma psychologique à l'âge de 2 ans. Il y a eu des conséquences assez dommageables pour moi, pour ma santé. Et puis, ça m'a percuté en fait pendant toute mon enfance, mon adolescence. Et puis la vie a fait que, à l'âge adulte, j'ai pu me poser des questions, savoir pourquoi j'avais tout pour être heureuse et que finalement je ne pouvais pas l'être, que quelque chose m'en empêchait. Au cours de mes rencontres, etc., j'ai pu faire un vrai travail sur moi. Donc j'ai pu toucher le trauma du bout des doigts, de manière assez sensorielle, en psychanalyse. Et puis, donc je savais bien qu'il s'était passé quelque chose, mais je ne pouvais pas le raconter. À l'âge de 2 ans, on ne peut pas narrer les souvenirs. Et puis, il y a 2 ans, j'ai appris ce qui m'était arrivé. Ma mère m'a dit ce qui s'était passé. En fait, ils avaient très peur de me le dire, de peur de me traumatiser plus encore. Ils ne pouvaient pas savoir que le fait de me le dire, ça m'aurait soulagée. Donc voilà, maintenant tout est rentré dans l'ordre, je connais mon histoire, il n'y a plus de points sombres, il n'y a plus de points d'interrogation. Je suis enfin en vie et non plus en survie, ce qui fait du bien. Voilà, mais je parle de ça parce que ça a vraiment été un élément fondateur de qui je suis aujourd'hui. Quand on a traversé ça, ça permet ça nous forge quoi, quelque part. Ça a permis pour moi d'avoir des idées politiques assez tranchées, par exemple, d'être très sensible aux préoccupations actuelles, de comprendre le monde dans lequel on évolue, d'avoir toujours aiguisé ma curiosité et toujours voulu comprendre. Donc j'ai fait des études d'histoire dans un premier temps, j'ai une maîtrise d'histoire. Et j'ai aussi, j'étais un peu lasse de la théorie et puis de la façon dont on préparait les futurs professeurs à leur travail, c'est-à-dire qu'on ne les préparait absolument pas. C'est qu'un travail sur les connaissances d'historiens et pas du tout sur la pédagogie, la transmission du savoir, ni de la psychologie de l'enfant et du développement, donc tout ça. Donc j'ai voulu expérimenter un petit peu ce travail-là et j'ai eu l'occasion de travailler en lycée alternatif en région parisienne, hors contrat avec l'éducation nationale, où je faisais tout, la transmission de savoir, l'accompagnement éducatif, puisque pour certains enfants, ils étaient un petit peu paumés, donc il fallait remettre un petit peu la règle, les lois, la confiance en l'adulte aussi. Et puis, c'est un soir, une de mes élèves de 18 ans qui était en terminale qui me dit « Mais toi, c'est pas prof que tu dois faire, c'est éduc ». Ça m'a interpellée. Et ça m'a trotté dans la tête et je leur remercie d'ailleurs d'avoir été aussi franche et d'avoir eu cette sensibilité envers moi quelque part. Et puis donc j'ai arrêté le CAPES, tout ça, je voyais bien que ça ne me convenait pas et j'ai trouvé un emploi dans un lieu de vie dans le sud de la Vienne où des enfants étaient placés par l'aide sociale à l'enfance, par notamment des placements judiciaires, le juge des enfants. Ils étaient souvent de région parisienne, il fallait absolument les séparer de leur environnement. Donc ils sont arrivés en pleine campagne, mais vraiment pleine campagne, avec une ferme pédagogique. Et là, j'y ai travaillé pendant 1 an. Ça m'a énormément plu d'accompagner ces enfants. Et puis le travail me plaisait, donc j'ai passé les concours d'éduc. J'ai eu 2 concours sur 3 au petit premier coup en fait. Et puis j'ai choisi l'école d'Angers puisqu'il y avait une orientation psychanalytique. Et ça c'est très important pour moi. Et parce qu'en fait l'école mettait en avant le sujet, l'individu qui est une personne unique et un sujet avec une histoire, avec une psychologie, avec tout un bagage qui lui est propre et unique et qu'il est important de prendre en compte si on veut bien l'accompagner. Donc j'ai fait mes études et puis j'ai fait un stage en psychiatrie adulte. Et ça m'a plu. Voilà, c'est ce qu'on appelle rencontrer son public, comme on dit dans notre jargon. Donc voilà, après j'ai eu la chance, après l'obtention de mon diplôme en 2008, que ma formatrice terrain qui bossait au CMP de Thouars s'en aille. Et du coup, on m'a dit, mais viens. Donc j'ai postulé, j'ai été prise et j'y suis toujours.
Bonjour, moi je m'appelle donc Yannick Tomaso, je suis moniteur éducateur au sein du CMP CTTP Hôpital de Jour de l'hôpital de Nord-de-Sèvres, site de Thouars. Auparavant, j'ai travaillé pendant 18 ans environ au sein du service addictologie du même hôpital et je suis donc en psychiatrie depuis 2015. Du coup, je suis infirmière depuis 98. J'ai fait mes études sur Thouars et j'ai fait ces études en voulant travailler en psychiatrie, sauf que, pas de bol, le diplôme venait d'être changé. Donc quand je suis rentrée en 95 à l'école d'infirmière, j'avais pris un petit peu de temps avant pour confirmer mon choix. Et mes parents avaient une amie qui était infirmière en psy et donc je lui avais posé pas mal de questions. J'avais moi-même fait un stage quand j'étais lycéenne en psy et quand j'ai voulu faire l'école d'infirmière qui à l'époque était séparée, on disait ISP, les infirmières psy, et puis elles étaient séparées des autres infirmières, c'était tout juste regroupé. Donc en 95 je suis rentrée à l'école d'infirmière, ils venaient de regrouper le diplôme et donc j'ai démarré ma formation d'infirmière en 95, je l'ai fini en 98 et je suis sortie donc infirmière, mais je suis allée travailler en psychiatrie directement et j'ai eu mon poste sur Thouars. Je sortais de l'école de Thouars, il y avait un hôpital psy qui tournait plutôt bien sur Thouars et qui faisait des soins de qualité. C'est comme ça que je suis arrivée en psychiatrie à Thouars, précisément le 4 janvier 99, voilà. Alors le métier d'infirmière, c'est un métier d'accompagnement, si je le résume en quelques mots, parce que c'est vaste. Mais c'est un métier d'accompagnement dans les soins, évidemment, puisque infirmière égale soins, mais avec une identité bien précise. Le métier d'infirmière, c'est un métier qui n'est pas... celui d'un délégué de médecin, entre guillemets. C'est vraiment une identité professionnelle. Pour moi, une infirmière, du coup, elle a des compétences en évaluation clinique, en traitement, en observation des effets d'un traitement, et en écoute et en communication et en relation, et c'est tout ça qui m'a plu moi dans ce métier, et précisément en psychiatrie. Le relationnel, il est important partout, où qu'on soit en tant qu'infirmière. Il y a des postes où on va être sur des postes de soins plus actifs, d'autres on est dans la prévention, donc en psychiatrie on est dans du soin qui se tourne vers le relationnel à 100%, quoi. Donc comme moi, quand j'ai fait mes études, du coup on était sur ce regroupement, j'ai donc pas fait que de la psy, on faisait le tour de tous les services. Et dans tous les services où je suis passée, finalement, ce qui m'intéressait plus, c'était d'être dans l'écoute et l'accompagnement des gens, plus que d'en faire des prises de sang ou des pansements, qui est quand même l'image réductrice du métier d'infirmière. Et en fait, là où on peut l'exercer le plus, parce que c'est là où on nous en donne plus les moyens, c'est en psychiatrie. Et puis en plus, avec des pathologies, avec une clinique précise, où il y a un gros travail d'enquête finalement pour essayer de bien comprendre la personne dans son fonctionnement et savoir du coup comment l'accompagner par rapport à certaines pathologies. Donc en fait, finalement, infirmière en psy, c'est là où on avait le rôle propre le plus large, puisque on dit une infirmière a le rôle propre et le rôle prescrit, qui est un rôle délégué en fait. Et là où on a le plus de marge d'action possible, finalement, c'est en psychiatrie. Donc voilà, si je reviens sur le rôle d'une infirmière, c'est celle de l'écoute, de l'accompagnement, à travers des soins ou un parcours de vie, en essayant de bien comprendre finalement les désirs d'une personne dans ses soins pour pouvoir l'aider au mieux dans son désir et pas dans ce qu'on aimerait qu'elle fasse. Alors éducateur, il faut se méfier du terme. On n'est pas souvent les rattaché à l'éducatif, c'est-à-dire fais pas ci, fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, etc. Or c'est plus complexe que ça. En fait, le meilleur mot pour définir ce que c'est qu'un éducateur spécialisé, c'est l'accompagnement.
En fait, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement psychosocial des usagers. Quel que soit l'âge de la personne, quel que soit son handicap, qu'il soit physique, qu'il soit psychique, qu'il soit social, quelle que soit sa difficulté, on est là pour l'accompagner. Nous sommes formés pour ça, mais dans toutes ces dimensions. Il y a les moniteurs éducateurs qui ont à peu près la même formation que nous en 2 ans, sauf qu'ils n'ont pas ce que nous on appelait à notre époque, parce que le diplôme a changé, ce qu'on appelait l'expertise. Voilà, le diagnostic éducatif, etc., le travail de réseau, c'était moindre pour eux. Mais quand on bosse ensemble, franchement, on ne voit pas trop la différence. Par contre, le salaire, oui. Alors, le rôle d'un éducateur, en fait, c'est s'occuper au quotidien de personnes. Il y a toujours quelque chose à faire pour quelqu'un qui souffre, en fait. Et donc, moi, en tant que moniteur éducateur, je suis au plus près de la vie quotidienne des patients ou des résidents, parce que j'ai aussi travaillé en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et donc, c'était la vie quotidienne des personnes qui sortaient de la rue, de l'alcool, avec des passés de SDF, un passé de vie compliqué. Donc c'est réapprendre à vivre sans substance et de façon dite normale. Actuellement, depuis que je suis en service de psychiatrie, je m'occupe de personnes qui viennent au quotidien, qui ont un appartement, qui ne sont pas hospitalisés au long cours, qui viennent quotidiennement faire des activités ou des entretiens à l'hôpital de jour et, pour retrouver leur place dans la société. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de la réhabilitation psychosociale, donc eux qui retrouvent leur place dans la cité. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes infirmières sur le secteur de la psychiatrie, on peut travailler dans différents domaines. Parce qu'il y a tout ce qui va être l'hospitalisation. Après, il y a là où je suis moi actuellement, c'est en dehors de l'hôpital, donc c'est soit le avant une hospitalisation, ou le juste après une hospitalisation, ou le sans hospitalisation, tout en ambulatoire. Et puis là, je parle du métier d'infirmière psy au niveau de l'adulte, mais il y a toute la partie aussi, je pourrais aller travailler en pédo, et ça serait auprès des enfants. Il y a tout ce qui va être addicto, il y a vraiment, finalement c'est très large, mais si je parle moi de mon service, là, infirmière en CMP, CATTP, centre de jour, c'est d'abord toute une partie où on va suivre des gens qui soit sont juste sortis de l'hôpital et ça permet de faire soutien, accompagnement, consolidation, les gens ne sont pas renvoyés chez eux et lâchés sans soutien. Donc ça voilà, mon métier il sert à ça. Ça peut être aussi dans du préventif, c'est-à-dire les gens n'ont jamais mis les pieds à l'hôpital, mais ils viennent là parce qu'ils vont pas bien. Et on évalue ensemble leur situation, leurs demandes. Il y a des gens qui veulent bien être aidés mais qui n'ont pas envie de prendre un traitement. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et du coup, c'est tout un travail d'évaluation et aussi d'orientation. C'est-à-dire voilà, ça je peux pas. Je vous conseille plutôt d'aller vers là, mais vous faites comme vous voulez après. Il y a après aussi, donc là on est sur un avant ou un pas du tout d'hospitalisation, hein. Il y a après toute une partie de réseau, un travail de réseau qui est très important, où on travaille avec des partenaires, comme par exemple l'ADAPEI, et donc on va intervenir sur les foyers de l'ADAPEI pour pouvoir voir avec eux s'ils ont besoin par rapport à certains de leurs résidents. On peut travailler aussi avec la ville, on a des liens avec les chantiers d'insertion. On peut avoir en fait finalement plein de différentes antennes possibles et où nous on intervient. Moi le gros de mon travail de réseau c'est aussi de travailler avec les EHPAD, les maisons de retraite, où je vais ponctuellement toutes les semaines et si par exemple il y a des gens qui vont moins bien, on me le dit, moi je vais voir, je leur propose un peu d'écoute et puis de l'évaluation aussi, fonction. Des fois on peut avoir besoin d'un traitement et c'est mon rôle aussi de pouvoir dire là il va falloir quand même aller voir un médecin. On a toute une partie après soins. Alors soins en psychiatrie, ça peut être par exemple tout ce qui va être des groupes thérapeutiques. Alors là c'est aussi une source inépuisable hein, de support, parce qu'on travaille avec plein d'outils, plein de médiations.
Et à chaque fois, ça nous permet de pouvoir tisser des liens avec les gens et puis être mieux repérés si besoin, ou travailler des choses bien spécifiques dans tout ce qui va être réinsertion, psychosociale, capacité de verbaliser ses vécus. Voilà, je pense que si je détaille plus, après j'en fais un roman. Donc, Alors, j'accompagne les personnes en souffrance psychique, en psychiatrie adulte, c'est-à-dire normalement de 16 ans à la fin de vie. Mais il est rare qu'on ait des jeunes à partir de 16 ans, c'est plutôt la pédopsychiatrie qui s'en occupe. Mais si jamais il y a une décompensation à l'âge de 16 ans, c'est nous qui prenons en soin ce jeune. Ça consiste à aider la personne à accepter ce qui lui arrive. Les maladies psychiques, psychiatriques sont des maladies très graves. Il s'agit de schizophrénie, de troubles bipolaires, notamment la psychose maniaco-dépressive. Il peut y avoir des états limites. Donc, quand ils sont décompensés, ils sont plus sur des défenses psychotiques. Et quand ils sont plutôt stables, ils sont plus sur des défenses névrotiques. Mais ils passent toujours de l'un à l'autre. Et surtout, l'abandon est très très fort pour eux, ce sentiment d'abandon. Il régit un peu leur vie. Donc, il faut absolument les accompagner pour essayer de le comprendre et de le gérer au mieux possible. Nous avons aussi des névroses très graves. Bon, l'hystérique un peu disparu, des névroses obsessionnelles, enfin des choses très très handicapantes. La schizophrénie, la psychose maniaco-dépressive, elles ont pour socle commun que parfois la personne est déconnectée de la réalité, du fait de ces troubles, notamment une activité délirante. Voilà, en gros. Donc tout le travail est... alors ça c'est le travail d'équipe, j'ai envie de dire, de l'éduc, de l'infirmière, du médecin, de la psychologue, enfin de l'équipe paramédicale. C'est notamment, nous tous on a le même objectif, c'est-à-dire que la personne soit la plus confortable possible dans sa vie avec cette pathologie, qu'elle rechute le moins possible, de façon à ne pas perdre ses capacités, et qu'elle puisse mener une vie, oui, confortable. Pour cela, il faut d'abord qu'elle accepte ce qui lui arrive, qu'elle accepte la pathologie, qu'elle accepte d'être différente, qu'il y a des choses dans sa vie qu'elle ne pourra pas faire comme d'autres, mais qu'il y en a qu'elle pourra faire tout à fait. C'est aussi l'amener à comprendre comment la maladie se manifeste chez elle, qu'est-ce qui apparaît en premier, quels sont les symptômes qui apparaissent en premier et qui doivent l'alerter, pour qu'elle puisse nous alerter, nous, son médecin, pour qu'on puisse éviter qu'elle retourne à l'hôpital, qu'elle perde le contrôle avec la réalité, en fait, et qu'elle souffre trop. Ensuite, le travail, c'est aussi de voir avec elle quelles sont ses capacités, quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qu'elle peut maintenir, qu'est-ce qu'elle peut développer, voilà, parce que en fait, toutes les sphères de la vie sont touchées par ces maladies, c'est-à-dire la relation à l'autre, à son environnement, les capacités cognitives, intellectuelles, les capacités physiques. Ce sont des personnes qui sont très très fatigables. Elles ne peuvent pas avoir un rythme de vie comme nous. Elles sont vraiment très fatigables. Il faut faire très attention. Et aussi une insertion dans un milieu professionnel et avec ses exigences. Donc pour certains, ce sera possible en milieu protégé, d'autres en milieu ouvert avec des horaires adaptés et d'autres pas. Voilà, il faut aussi les amener à accepter ça. Et puis leur environnement social et familial. Alors, la journée classique dans mon métier, justement, il n'y a pas de journée classique puisqu'en fait, on est sur plein de missions différentes. Donc, en gros, dans ma semaine, je vais avoir des moments de réunion avec les différents acteurs de mon service, donc avec les médecins, les psychologues, les assistantes sociales, les psychomotriciens, les éducs et les autres infirmiers, même les collègues qui viennent des unités d'hospice, qui peuvent, on peut faire du lien. Donc il y a des moments de réunion dans ma semaine. Après, on a dans la semaine des temps où donc, on va faire du réseau. Donc pour ma part, à moi, le gros de mon travail de réseau, c'est soit avec la DAPEI, et donc j'interviens sur 3 foyers de la DAPEI, ou maison de retraite, et donc j'interviens aussi sur une maison de retraite. Il y a des semaines on y va, c'est l'un, puis c'est l'autre, tout ne tient pas dans la semaine, donc ça s'étale après, mais donc il y a tout ce travail de réseau. Il y a le travail de permanence, qui est vraiment un travail
d'entretien d'urgence. Donc on accueille des gens qui viennent soit spontanément, soit qui sont envoyés par leur généraliste, soit qui sont envoyés par n'importe qui connaît notre structure parce que les gens vont pas bien et qu'ils ont besoin de venir déposer ça. Et nous, on évalue ensemble le besoin possible et puis les soins qu'on peut proposer. Et puis on questionne aussi finalement comment la personne, elle envisage ses soins. Ce qu'elle a envie, ce qu'elle n'a pas envie. Et nous, on sert aussi de juste pouvoir vous dire, moi je vais vous dire à quel moment, là, ça sera incontournable d'aller voir un médecin ou pas, mais si vous ne voulez pas, eh ben, on peut cheminer en attendant ensemble. Et là, c'est vraiment la permanence, c'est ça, c'est l'entretien un peu d'urgence, d'évaluation et d'orientation. On a des temps de groupe thérapeutique avec différents types de supports. Donc moi, j'en ai 2 dans la semaine. Un qui utilise tout ce qui est la médiation aquatique, travail dans l'eau, écoute du corps, détente et relaxation. Et puis un autre qui utilise les photos, donc je fais du photolangage et ses capacités de verbaliser ses ressentis, ses émotions et ses vécus en utilisant une médiation photo. On a des temps d'accueil qu'on dit CATTP, mais peu importe. Et donc du coup, là, c'est des espaces avec un support qui nous sert juste à passer le temps, on va dire. Et c'est un peu une diversion. Le but, c'est que les gens puissent venir et à travers ce support, qu'on puisse partager un moment ensemble. Et juste ça, tout simplement ça, créer du lien et voir comment... Pour les gens, ça sert un petit peu de bouée de secours. Ils viennent, ça fait un espace où ils viennent un petit peu changer les idées ou pouvoir communiquer. Et moi, du coup, j'ai un accueil le mardi matin qui se tourne sur la musique. Donc, on est à écouter de la musique ensemble. Et puis, avec des thèmes, on organise des choses. C'est plutôt sympa. Dans ma semaine, j'ai aussi des moments de repas thérapeutiques. Et donc, il me reste des espaces qui me permettent de voir après tous les gens que je suis. Donc, c'est variable, mais je tourne entre 30 à 50 personnes. Donc, c'est ces gens que je suis, que j'ai vus par exemple sur la permanence et à qui je repropose un rendez-vous. Faut les voir. Donc, soit c'est des entretiens. Et j'en mets là où je peux, un peu partout, et on se voit comme ça régulièrement pour accompagner un cheminement et réorienter si besoin leurs soins ou tirer des sonnettes d'alarme si ça va vraiment pas. Et enfin, je fais de la visite à domicile aussi, donc ça veut dire aller au domicile des gens et pouvoir voir comment ça se passe chez eux et leur quotidien, et leurs difficultés ou pas, et l'évolution de leurs signes ou pas. J'ai oublié de préciser que sur la permanence, on fait aussi accessoirement des piluliers, des injections, on fait aussi des intramusculaires, des soins comme ça, mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas... pour moi, c'est important, mais ça reste un détail dans mon métier, on va dire. Il y a une différence à prendre. Quand je travaillais en addictologie, c'était des personnes hospitalisées au long cours sur 90 jours, donc qui étaient là matin, midi et soir. Une journée type se déroule, on commence à prendre un café avec les gens pour déjà leur dire bonjour et aller se dérouler, une journée va se dérouler en fonction, il y a un lever, des heures de repas, des heures de coucher. Et la journée classique se déroule en fonction de ça, comme quelqu'un qui travaillerait. Et ça, c'était ce qui se passait pour les gens hospitalisés. Actuellement, ce qui se passe, c'est que je commence toujours par prendre un café avec mes collègues et eux, mais on va faire quelques activités pour reprendre goût à la vie. Ça peut être faire du sport, ça peut être un groupe de parole, ça peut être une randonnée, ça peut être, mais juste histoire qu'il n'y a pas qu'un produit ou qu'il n'y a pas que la maladie qui prend le pas sur la vie. Il faut apprendre à vivre avec sa maladie, quelle qu'elle soit, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la maladie psy, que ce soit la schizophrénie, que ce soit toute maladie psy, c'est qu'on peut vivre avec. Donc moi, mon rôle, c'est de dire, c'est pas grave, on peut vivre avec. Donc on commence à 9h. Donc on travaille du lundi au vendredi. Nous les éduques ne travaillons pas le week-end, mais nos collègues infirmiers vont travailler dans les services le week-end, à tour de rôle. Donc nous c'est du lundi au vendredi, sauf jour férié. Donc on commence à 9h, donc là on se retrouve en équipe autour d'un café. Ça c'est cliché mais il est vrai.
du café. Mais c'est un moment important parce qu'on se retrouve tous, c'est le début de la journée et en fait nos conversations, nos échanges tournent autour de 3 questions fondamentales. Comment allons-nous ? Comment vont les patients ? Et comment va l'institution ? Il y a des coups de gueule, et on se rebooste, on se console, et puis à 9h30, chacun part vers ses missions. Donc ça peut être un groupe thérapeutique, donc, en duo avec un autre collègue, où là on est sur des soins très spécifiques pour les patients en groupe. Ça peut être assurer l'accueil, donc le CATTP, le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel, où les patients sont là pour 2 heures, mais là on travaille de manière plus informelle la relation à l'autre, les capacités sociales, leur capacité à s'intéresser, voilà, à les ouvrir un petit peu en sécurité. On a aussi les entretiens, donc on reçoit les patients en entretien, très formel, dans un bureau. Donc là, c'est tout un travail d'échange, j'ai envie de dire de conversation aussi. À travers cette conversation, cet échange, on peut évaluer comment va le patient, on peut observer s'il y a des symptômes qui apparaissent, mais aussi continuer le travail du soin avec lui, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour lui, qu'est-ce qu'il aimerait améliorer, qu'est-ce qu'il veut surtout pas bouger, enfin voilà. Ses projets de vie aussi, comment il envisage l'avenir pour lui. Donc voilà, les entretiens, c'est vraiment des moments privilégiés de l'instauration de la relation de confiance et de la relation d'aide avec le patient. Ensuite, nous avons les visites à domicile. Donc là, nous allons chez le patient, soit seul, soit à 2, si la personne demande à ce qu'on prenne des précautions. Donc là, c'est voir comment il évolue chez lui, à son domicile. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il subvient ? Est-ce qu'il peut subvenir à ses besoins essentiels ? Est-ce qu'il a besoin d'aide ? Est-ce qu'il sait gérer tout simplement son traitement, sa nourriture, son ménage ? Enfin, voilà. Est-ce que ça va pour lui dans son logement, dans son milieu, dans son environnement ? Ça nous permet aussi de voir, de proposer, si on voit que le logement se dégrade, que c'est très difficile pour lui, de proposer des aides ménagères, etc. Et puis parfois une mise sous protection. Si la personne est trop fragile, qu'elle est envahie par plein de personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes, etc. Donc ça, c'est les VAD. Nous avons aussi tout le travail de réseau. Donc là, nous allons à la rencontre de nos partenaires de toute la cité, les maisons de retraite. Pour ça, c'est plus les infirmiers. Nous, les éduques, on va à la mission locale. On va à la résidence Habitat Jeunes qui gère donc la résidence des jeunes travailleurs, qui gère aussi un CHRS, un hébergement d'urgence et social pour certains jeunes, et aussi l'accueil de jeunes migrants, des mineurs non accompagnés, comme on les appelle. Donc on voit avec eux s'ils ont besoin de soins, s'ils ont besoin de venir au CMP. Les équipes ont des questions sur l'accompagnement, donc on essaye de réfléchir avec elles à comment elles pourraient accompagner au juste ce jeune. Enfin, voilà. On va aussi dans des lieux de vie, dans une maison relais. Enfin, voilà, tous nos partenaires de la sphère sociale et médico-sociale. Ensuite, vers midi, on se retrouve tous. En général, midi, c'est le point où tout le monde revient de ses missions. Donc là, pareil, on échange. Souvent, on donne des informations, vite fait, sur ce qu'on a appris, sur comment vont les patients, etc. Midi 30, on mange. Alors, soit avec les patients en repas thérapeutique, qui fait complètement partie de notre travail, les habiletés sociales, les habiletés relationnelles, voir comment ils se nourrissent aussi, s'ils s'en remplissent pas trop, s'il faut mettre en place des régimes, enfin, tout ce genre de choses. La prise du traitement aussi pour certains, ils viennent que pour ça. Et puis sinon, on mange en équipe, dans une pièce qui est dédiée à cet effet. On mange ensemble. Donc là, on aime bien pas trop parler boulot. Quand c'est vraiment un temps plus informel, on parle de nous, de notre quotidien, de nos vies, nos projets. Et puis à 13h30, ce sont les fameuses transmissions qu'on a eu beaucoup de mal à mettre en place dans notre service, puisque nous sommes la même équipe pour toute la journée et toute la semaine. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de relève, il n'y a pas de changement d'équipe, donc les transmissions, alors que c'est toujours la même équipe, c'est un peu complexe en fait. Donc là, cette année, on arrive à s'y tenir quand même. Donc on y échange des informations très importantes qu'on a eues là dans la matinée, par exemple, ou qu'on n'a pas eu le temps de transmettre avant.
On transmet nos observations des patients qui nous inquiètent. On parle aussi des choses organisationnelles qu'il faut absolument régler. Qui va faire quoi parce qu'il y a un arrêt de travail, parce qu'il y a un problème, enfin voilà. Et puis j'ai oublié que le matin aussi nous pouvions avoir des synthèses avec les médecins. Donc là c'est un temps d'échange médical, soit pour les premières demandes, les patients qui sont venus sur le CMP, mais ça c'est la partie infirmière. Et l'autre semaine on travaille plus sur les patients de l'hôpital de jour. Comment vont-ils, un tel nous inquiète, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Ensuite, nous avons aussi les réunions d'équipe, donc là c'est de l'organisationnel, qui fait quoi ou comment. Et puis les congés, enfin voilà, les choses comme ça. L'après-midi, ben voilà, c'est la même chose, on repart sur des groupes, des accueils, les VAD, les partenaires. Donc on est une équipe, on rentre, on sort beaucoup. Et vers 16h, 16h15, je dirais, là aussi on se retrouve en équipe pour la fin de journée. Certains partent à 16h30 quand ils ont mangé avec les patients, sinon on part à 17h. Sauf si on est de doublure perm, nous les éduques. C'est-à-dire qu'on a une collègue infirmière de perm tous les jours, elle finit à 18h30 pour ne pas qu'elle soit un travailleur isolé, ce qui est interdit dans le milieu hospitalier. On reste avec elle jusqu'à 18h30. Mais à tour de rôle, infirmier, éduc, psychologue, médecin, voilà. On fait en sorte qu'il y ait toujours 2 personnes dans les bâtiments. Merci de votre écoute. Fin de la première partie du documentaire sonore réalisé par Luce Tomaso.